Jacques Pain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président et fondateur du club des entrepreneurs du pays de Grasse. Oui. Et vous avez été dès 2006 parmi les précurseurs à vous saisir de l'enjeu de la RSE au sein des entreprises qui sont adhérentes dans le club. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la genèse du club et puis sa finalité première, son ADN? Oui. C'est un peu difficile de résumer 20 ans d'expérience, même plus, parce qu'en fait, le club des entrepreneurs est né d'une situation de conflit entre deux mondes, enfin j'appellerais des sphères, la sphère politique, enfin en tout cas de territoire, l'affaire des pouvoirs publics territoriaux exactement, ouais. Sur les Alpes-Maritimes et en particulier le territoire du pays de Grasse, qui est un grand territoire, puisqu'aujourd'hui il comporte 23 communes importantes, et puis le monde, la sphère économique privée, la sphère du pouvoir économique et la sphère de l'économie de marché. Ouais. Lorsque cette sphère-là a découvert que le monde politique, ou en tout cas le monde de l'économie publique, enfin voulait faire de l'économie, alors qu'ils étaient plutôt, eux, chargés de gérer un territoire, la population, la citoyenneté, la sécurité, tout ce qu'on voudra, mais en tout cas pas l'économie. Ouais. Et à cette époque-là, je vous parle des années 1998, ouais. Cette fameuse sphère économique et d'économie de marché n'a pas compris que des édiles ou des responsables territoriaux s'intéressent à l'économie en disant c'est de l'ingérence, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans, ils s'y connaissent rien. Donc plutôt que de rester dans une attitude de conflictuelle et d'affrontement, on a pensé un certain nombre, peu, puisque c'était un peu utopique ou original à l'époque, de trouver un moyen et un terrain neutre pour permettre des liens et surtout un dialogue entre les deux mondes. Oui. Et à partir de là, on a créé le Club des entrepreneurs avec une petite trentaine de chefs d'entreprise, pas beaucoup de grands leaders, des grands classiques de la région. Par exemple, toute l'industrie de la filière des parfums, qui était plutôt bien installés confortablement dans leur milieu et ne voyaient pas très bien des liens possibles. Et on a donc monté, on l'appelait un club parce que c'était en fait un groupement d'entreprises. De combien d'entreprises? Au départ, c'était une trentaine d'entreprises. De toute filière, de toute activité, avec une prépondérance bien sûr toute naturelle pour l'industrie des parfums, de l'arôme et des cosmétiques. Mais néanmoins, ça se voulait ouvert, puisqu'il s'agissait d'un seul coup de dire, ben oui, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui peut être intéressé et tirer avantage à aider au développement économique territorial d'un territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Donc on s'est posé des tas de questions, et partant de toutes ces questions, eh bien la RSE a été un des points ou des éléments qui ont permis de fédérer toutes ces idées qui commençaient à germer. Et pourquoi elles germaient aussi facilement? On pourrait dire, pourquoi pas avant? C'est simplement parce que, quand vous êtes chef d'entreprise, ou vous êtes dans un milieu même syndicat professionnel, vous êtes très axé, très en silo. Oui. Vous êtes très concentré sur vos exigences, qui sont celles de la réussite du développement économique et surtout financier, monétaire, si je puis dire, de l'entreprise. Donc, vous avez plein d'idées, mais ils restent dans les tiroirs et jamais vous n'avez la possibilité vraiment de les développer et d'en faire des projets. Le Club des entrepreneurs était un lieu où il n'y avait pas d'obligation de résultat, comme on sait. Ouais. Il y avait la volonté de résultat, ce qui était très différent. Et c'est de cette manière, petit à petit, non seulement on a découvert que avec les pouvoirs publics, avec les responsables politiques du territoire, on pouvait dialoguer et s'enrichir mutuellement parce que les visions étaient différentes, mais avec un objectif souvent similaire ou semblable. Et puis d'un seul coup, on s'est aperçu aussi, enfin eux se sont aperçus aussi, que les liens créent de la collaboration. Pourquoi pas de la co-construction, etc. Et d'un seul coup, encore une fois, là, la RSE était un point d'ancrage
parce qu'elle travaillait sur l'environnement, sur le social, sur la qualité, sur le bien-être, et donc tout ce qu'on appelle maintenant ces actions transversales qui permettent d'alimenter, d'enrichir la valeur même de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. On a travaillé les nouveaux modèles économiques, bien sûr, comme je le disais, l'environnement, mais l'environnement c'était quoi? C'était l'énergie. Comment gérer correctement l'énergie et surtout la préserver. Et puis les déchets. Et puis la mobilité. Enfin, vous voyez, après, c'est ouvert à un champ d'action. Presque sans fond. Voilà. Et avec la volonté, parce que sinon on serait resté ce qu'on appelle en franglais un think tank. D'ailleurs, on a des idées. D'ailleurs, sur nos slogans, c'est agitateur d'idées, promoteur d'action ou de. Mais non, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est à partir d'une idée commune, en faire un projet collectif et collaboratif. Ensuite, à l'amener à terme dans une réalisation concrète. Donc, ça a été, par exemple, un plan de déplacement inter-entreprise qui, adossé à la ville ou en tout cas au territoire, a donné des modifications des transports en commun pour que les actifs puissent accéder aux transports en commun pour aller sur le lieu de travail, ce qui n'était pas du tout perçu. Pour parler du syndicat des transports du Pays de Grâce, c'était les scolaires, éventuellement les touristes, et pourquoi pas les retraités, mais il n'y avait pas de notion, même pas de réflexion sur les attentes des actifs. Voilà un exemple, et j'en ai plein d'autres. Oui, c'est ça. En préparant cet échange, vous m'avez raconté un certain nombre d'initiatives qui ont été extrêmement nombreuses au fil des années. Là, le thème de cette étape de la tournée des tiers-lieux, c'est la complexité. C'est vraiment cette complexité que vous avez embrassée depuis des années pour aller au fond des sujets dans toute leur diversité, leur imbrication. Donc ça a donné plein de dispositifs. Le dispositif qui, sur toutes ces expérimentations, est le plus, pour vous, personnellement, le plus marquant, le plus significatif en termes d'impact, ce serait lequel? C'est en fait la découverte du savoir-être ensemble, du savoir créer, d'avoir dosé de l'innovation. En fait, la capacité de ces entrepreneurs comme des pouvoirs publics, pour les appeler comme ça, d'oser ensemble aller plus loin, réfléchir à l'avenir, c'est-à-dire être prescripteur. Et pas juste en situation d'autodéfense d'un bastion qui est soit leur entreprise ou leur marché du jour, ou soit politiquement en fonction des élections, par exemple. Et là, d'un seul coup, cet espace permettait à tous ces gens-là de se libérer. Et nous, on a créé derrière une équipe de ce que j'appellerais un noyau dur, qui sont des permanents, mais pas folkloriques. Hein, c'est des gens compétents, formés, expérimentés, qui absorbaient tous ces attentes, ces demandes, et travaillaient en ingénierie sur le projet. Oui, ça c'est vraiment et la prise de conscience et le savoir-faire qui a été élaboré. Et parmi les projets opérationnels qui ont été mis en œuvre, que ce soit sur le plan environnemental ou social, il y en a tellement. On a repris, par exemple, pour parler de l'industrie emblématique de Pays de Grâce, on a repris les congrès. On a mené les congrès qu'on a appelé le congrès Centifolia, qui était en fait devenu un congrès étriqué parce que trop technique. Et qui correspondait pas aux attentes de prospective. Ça répondait aux techniciens de cette industrie parce que ça parlait de la législation, des problèmes de risque de manipulation, etc. Hein. Mais ils avaient oublié complètement tout le contexte du consommateur, de l'évolution des goûts, des tendances. Et donc on a développé le bon, le beau, le vrai. Et sous des formes comme cela, qui ne parlaient pas aux chefs d'entreprise, aux techniciens, aux ingénieurs de l'entreprise. Eux, ils en étaient au process, à la production, au niveau de la qualité produite, mais pas au concept de
savoir-vivre, savoir-faire, savoir consommer. Ouais, sur le qualitatif. Sur le qualitatif et sur l'humain. S'il y a une chose qui est mise en exergue, c'est l'humain. L'humain est au centre de la raison d'être de notre activité. On en parle beaucoup en ce moment, c'est devenu presque un phénomène de mode. Oui, mais en 1998 voilà, ou 2000... Ça. Je sais que vous étiez précurseur à l'époque. On nous prenait pour des amuseurs. Et avec cette montée en puissance de la RSE, de la prise de conscience et aussi des médias qui mettent beaucoup plus le sujet en avant, est-ce que vous avez perçu ces dernières années une amplitude beaucoup plus grande? Est-ce que vous sentez que finalement ce qui a été fait au club a été généralisé? Je vais peut-être vous décevoir, on a perçu le besoin d'un seul coup de commencer à sécuriser, à presque défendre ces valeurs, pour pas que ça devienne, comme le disent les Anglais, du greenwashing. Ouais. Il y a plein maintenant de belles revues ou de bons rapports qui sortent de l'entreprise ou d'ailleurs, avec des belles photos et des belles promesses et quelques courbes, mais on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Mais le fondement même de ces valeurs qui sont l'avenir de nos enfants, le développement de l'intelligence collective, les systèmes de management comme l'holacratie, etc. Enfin, tous ces sujets qu'on a pris à bras-le-corps et qu'on a expérimenté, parce que c'est pas le tout de lire des livres ou d'avoir des idées. Qu'est-ce qu'elles deviennent lorsqu'on les met en pratique? Ouais. Et ça, on a fini par dire, attention, tout n'est pas aussi beau que vous l'annoncez, tout n'est pas parfait parce que maintenant on se l'approprie, c'est continuons dans une action volontaire mais aussi intelligente. Et soyons modestes. Oui, donc, bien sûr qu'on est très heureux, et nous à notre petit niveau, parce qu'on n'a pas de prétention, ça aussi c'est une chose. Tout ce qu'on a fait, et en particulier, j'ai mis l'axe là-dessus, ne doit pas nous appartenir. On défend pas des cathédrales bâties par nous-mêmes. On permet de bâtir des cathédrales, on apporte tous les ingrédients, et une fois que la cathédrale, si je puis prendre cette image-là, un peu trop religieuse peut-être, mais on le donne en gérance, on le donne à une institution, une organisation qui, elle, va le faire prospérer, pérenniser le système, etc. Et nous, on repart sur quelque chose. Sur autre chose, ouais. Parce que sinon, très vite, on aurait été, si vous voyez, le camembert, si on peut appeler comme ça, de toutes nos actions depuis 20 ans, mais il y a des satellites partout. On dirait le Soleil entouré, je suis pas prétentieux, mais entouré de satellites, disons Saturne avec ses anneaux, quoi. Et aujourd'hui, en 2021, il y a combien d'entreprises au sein du club? Il y a à peu près 130 entreprises actives. Quand je dis actives, c'est-à-dire que là aussi, c'est difficile d'expliquer tout en quelques minutes, mais on travaille par atelier. D'autres peuvent appeler ça commission, mais atelier, c'est un peu le jargon de nous, industriels ou entreprises. Et chaque atelier va attirer, fédérer temporairement, provisoirement, des chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs pour porter un projet et l'amener à terme. Ouais. On a fait, par exemple, des MAM, ça n'existait pas. Qu'est-ce que veut dire MAM? C'est maison d'assistance maternelle. Lorsqu'on a voulu aider les entreprises qui disaient « Ah oui, mais nous, nos collaborateurs, les crèches, les problèmes, etc. » Je ne vais pas rentrer dans le détail. On s'est adressé à des entreprises qui sont des professionnels. Quand on a vu les tarifs, en particulier les patrons d'entreprise, on dit « Oh là là, on veut bien être gentil avec nos salariés, nos collaborateurs, mais enfin quand même. » Alors on a inventé une organisation, un système qui s'appelle la maison d'assistance maternelle, qui coûte 3 fois moins cher et qui est 3 fois mieux. D'accord. Bon, c'est prétentieux encore peut-être de dire ça, mais je vous assure que si on approfondissait la question, on pourrait le démontrer. D'accord. En mode frugal, en amélioration continue, vous avez réussi à égaler le même niveau de service. Oui, parce que, enfin après, il y a les problèmes de législation qui ont été adapté pour garder les enfants, enfin surveiller les enfants. Enfin moi je sais pas mon langage, donc j'ai pas les bons mots, mais et en fait on a fait du sur mesure. D'accord. Et une dernière question. Et l'entreprise le patron de l'entreprise, pour encore faire court, s'est engagé là. Il a mis des sous. Oui. Et il n'a pas juste délégué.
Le grand drame, souvent, c'est que ça nous en... C'est juste on délègue. Un budget externe. Voilà, et puis voilà, on paye, et puis on oublie. Là, quand le chef d'entreprise, le technicien des pouvoirs publics ou les services publics s'engagent, c'est une autre façon de vivre le territoire. Et alors justement, on parle de territoire, on est dans un tiers-lieu, le tiers-lieu Tetris. Est-ce que le club des entrepreneurs en tant que tel ou ses adhérents collaborent avec Tetris? Tetris, de quelle manière? Attendez, Tetris. Transition écologique pour le développement du territoire, hein, pour le développement et la recherche d'innovation territoriale. On est en plein dedans. Je dirais même, on n'a pas attendu Tetris. Les SIC, puisque Tetris est une SIC, nous on l'a créé bien avant, des SIC aussi, parce que c'était un moyen de favoriser encore une fois l'humain et la coopération. Excusez-moi, je parle trop vite. Coopération, parce que je suis tellement passionné que je finis par mon cerveau va plus vite que mes paroles. Coopération des talents et des égaux, mais pas E-G-O, c'est E-G-A-U-X. Et tout ça permis parce qu'on était dans un lieu neutre où on pouvait s'exprimer, où il n'y avait pas d'enjeu de hiérarchie ou d'ego. Et donc, Tetris, on a travaillé avec eux. Avant même, Tetris était avec Evaleco, qui est à l'origine un peu de Tetris. Et on a travaillé sur les mêmes sujets, c'est-à-dire l'impact de nos activités industrielles et économiques sur le territoire, sur le citoyen, sur l'environnement. Un partage autour des réflexions, des travaux, exactement. Des publications. Qui aboutit, parce que vous savez bien que les gouvernements aiment bien sortir du chapeau des grands projets. Ça passe bien dans les médias. Donc il y a un projet, il y a 2-3 ans, peut-être 5 ans, peut-être maintenant, il s'appelle French Impact. Hein? Qu'est-ce qu'a fait Tetris? Est venu voir le club des entrepreneurs. Tous les impacts dont le French Impact, autour duquel le French Impact s'organise, sont chez nous, à notre modeste dimension. Mais on a tout exploré, ça, et plus qu'exploré, on a réalisé, on a fait des réalisations. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Pain, pour le partage d'expérience.